Christophe Papin, bonjour, et bien bienvenue dans les rendez-vous de l'innovation. Alors, je suis très content de te retrouver, puisque nous, on s'est croisés au niveau de nos carrières depuis 10 ans. Donc, tu es basé sur Rennes, et moi, je t'ai connu il y a à peu près 10 ans dans le monde de la 3D, lorsque on avait lancé 3D Angers. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de cette évolution. Eh bien, tu vas nous parler un peu de l'entreprise Cyradail. Alors, c'est quoi Cyradail? Qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes? Effectivement, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille sur ces sujets de la 3D. Alors d'ailleurs, on parlait de maquette 3D et pas forcément de jumeaux numériques. Donc au-delà du buzzword, effectivement, on expliquera qu'il y a quelques différences. Donc Cyradail, c'est pas une start-up, c'est pas une jeune entreprise, elle existe depuis 1994, elle est basée à Rennes, comme tu le disais. Et on vient du monde des télécoms, c'est-à-dire qu'au départ, on a développé des outils pour aider les opérateurs télécoms à déployer leur réseau cellulaire, en gros, ou mettre des antennes relais. Et donc, pour faire ça, on avait besoin de modéliser des villes en 3D. Donc, avec le temps, on en a produit des milliers. Donc, on est un des principaux producteurs de données. Et puis, des outils de simulation qui permettaient de simuler la propagation des ondes. Et donc, ces outils étaient utilisés par les opérateurs télécoms. Donc, il y a une dizaine d'années, on a franchi un pas, c'est-à-dire qu'on s'est dit, pourquoi pas utiliser ça pour d'autres infrastructures urbaines. Et c'est là qu'on a commencé à avoir cette démarche très transversale de la ville, avec toujours une maquette 3D, et j'expliquerai pourquoi on parle maintenant de jumeaux numériques, et puis finalement des outils qui vont permettre de mesurer des impacts de politique publique, d'aménagement, de déploiement d'infrastructures. Alors en 96, pour finir cette introduction, on a rejoint le groupe Engie, et finalement, ça a été un facteur de développement pour nous très important. On est à peu près 160 personnes maintenant, avec environ 50% de notre chiffre d'affaires à l'international, avec la part Smart City qui est de plus en plus importante, même si on a gardé notre activité dans les télécoms, et notamment avec la 5G. Alors justement, on parle beaucoup donc d'univers virtuel, univers 3D, et donc là, la référence, les Sim Life. Alors on va partir de ce monde réel pour aller vers le monde virtuel. Alors là, non, pas du tout. Là, c'est véritablement d'utiliser la 3D à bon escient pour pouvoir mesurer les conséquences sur le monde réel. Alors, comment se construit une plateforme, un jumeau numérique? Alors, pourquoi le terme jumeau numérique? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est un buzzword actuellement. Tout le monde utilise le terme jumeau numérique. Il y a quand même une certaine convergence dans les définitions. Alors déjà, il y a un socle géographique et cette représentation plutôt 3D chez nous d'un territoire. Donc les bâtiments, le terrain, les arbres, ce genre de choses. Et puis finalement, on va l'enrichir d'un certain nombre d'informations. Alors les principales infrastructures en fonction des sujets que l'on va aborder. Et puis ça va être enrichi avec plein de données métiers qui viennent du SIG, d'Open Data, de réseaux de capteurs, etc. Ça peut être des master plans, ça peut être des données qui résultent de calculs, de simulations, ça peut être plein de choses. Et donc ça, c'est la partie, je dirais, data, mais il ne faut pas limiter le concept de jumeau numérique à une base de données, aussi complète soit-elle. C'est aussi des outils, et notamment des outils de prédiction, je le disais à l'instant. Donc, une capacité à simuler l'impact dans ce jumeau virtuel de ce que pourrait être effectivement un aménagement quel qu'il soit. Donc, c'est ces outils de prédiction, de simulation, et puis c'est évidemment des outils également d'aide à l'analyse. Donc, c'est des indicateurs qui sont présentés sous forme cartographique, qui sont représentés sous forme de dashboard et qui vont aider à la prise de décision dans un écosystème extrêmement ouvert. Et c'est aussi ça qui est nouveau par rapport à la façon dont utiliser la 3D depuis des années. C'est que les technologies actuelles autour de la 3D, notamment web, permettent vraiment de pouvoir utiliser ces outils de façon très simple, sans avoir une carte graphique très importante sur son PC. Et donc maintenant, c'est vraiment ouvert à tous, et aussi bien pour des experts que des non-experts et les citoyens. Alors moi, j'ai vécu ça avec la ville de Pau, l'agglomération de Pau, sur lequel on envoie donc des données, des relevés d'informations donc générés par les objets connectés sur une cartographie, ce qui permet d'avoir des informations en temps réel. Mais alors, justement, est-ce que tu peux illustrer ces références par un jumeau numérique? Donc, j'ai vu bien évidemment que vous aviez déployé sur la principauté de Monaco. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée d'un jumeau numérique pour un territoire, pour une collectivité? D'abord, est-ce que ça s'adresse uniquement aux collectivités? Oui, tout à fait. Alors, nous, je dirais, notre terrain de jeu, c'est la ville. On travaille à des échelles assez larges, de la région Île-de-France, de 12 000 km² à des écoquartiers, par exemple. Mais bon, il y a une scalabilité qui peut être effectivement importante. Alors, les usages, c'est évidemment
je dirais, le cœur de métier historique de Cyradail, l'aide à l'aménagement. Donc là, on est plutôt dans la planification urbaine. On teste virtuellement des choses, comme je le disais, un peu comme dans un jeu vidéo. On pose un lampadaire, on pose une infrastructure, on pose une caméra, on pose une antenne, et puis on voit le résultat. Donc ça, c'est un premier pan. Effectivement. Donc globalement, Cyradail, donc votre métier, ce n'est pas uniquement de l'aménagement urbain, c'est donc du prédictif, donc d'analyser des flux, pouvoir constater des événements qui vont se passer. Hein. On voit des territoires comme des territoires en bord de mer. Je pense à Cap-Breton qui passe de 60 000 à 200 000 habitants l'été. Ça a des impacts. Donc c'est aussi important de pouvoir simuler l'impact sur l'écosystème de ce mouvement de personnes qui arrivent sur un territoire. Effectivement, donc c'est vrai qu'historiquement, comme je le disais, on est parti de l'aménagement, mais de plus en plus, ce socle de données il va être utilisé de façon très diverse et pour des besoins de plus en plus opérationnels. Donc les outils de prédiction qu'on faisait avant pour tester différents scénarios, ils sont aussi utilisés de plus en plus pour faire de la prédiction à court terme ou à moyen terme dans des plateformes d'hypervision, par exemple. Et donc, on a développé avec le groupe Engie et une filiale du groupe Engie qui s'appelle Engie Digital, un hyperviseur qui permet effectivement d'utiliser le jumeau numérique aussi bien à des fins d'aménagement, on l'a dit, mais à des fins très opérationnelles. Et une référence qu'on a avec une ville anglaise, la ville de Grimsby, en Angleterre, où effectivement on utilise ces outils de collecte d'informations en temps réel dans le jumeau numérique pour pouvoir prédire les flux de trafic et pouvoir estimer, par exemple, les émissions de CO2 qui sont générées. Et donc, on a produit un dashboard enfin un tableau de bord, pardon, qui va se mettre automatiquement à jour en fonction du trafic, avec des applications qui sont reliées quand même à de l'aménagement aussi, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire finalement l'impact de travaux de voirie qui peuvent être prévus et d'optimiser finalement à quel moment on va devoir faire les travaux pour pouvoir limiter les nuisances aux citoyens. Donc, on mélange un petit peu les genres, mais finalement, c'est normal puisqu'on a les mêmes données, on a les mêmes outils et on va pouvoir les utiliser sur un spectre de plus en plus large. Alors, c'est pas que de la modélisation. Alors, je sais que vous avez travaillé aussi sur un projet sur justement le suivi et l'aménagement, la résilience de territoire. Donc, savoir un peu ces risques, notamment dans la propagation de cette pandémie qui a été la Covid. Donc, là aussi, ça a été un outil qui vous a permis de pouvoir anticiper sur des flux. Alors, c'est vrai que nous, on prône une méthodologie de résilience territoriale, donc on a toute une solution derrière ça. Alors là, tu as cité le Covid, effectivement, on s'aperçoit actuellement que, évidemment, il y a eu un avant, un pendant, il y aura un après. Donc, par rapport, si on remet ça un petit peu en perspective de référence actuelle de Cyradail, nous travaillons, un de nos plus gros projets, hein, c'est le développement d'une plateforme de services de la région Île-de-France. Donc effectivement, je dirais, l'année dernière, on a commencé, alors pour revenir un petit peu dans l'histoire, cette plateforme-là, c'est d'abord un jumeau numérique de l'intégralité de la région Île-de-France, plus de 2,5 millions de bâtiments en 3D. C'est deuxièmement un agrégateur de données qui est assez original, puisque ce n'est pas que de l'open data, c'est comment dire, une démarche publique-privée dans laquelle plus de 150 partenaires actuellement déversent de la donnée de tout ordre. Hein. Ça peut être des villes, des opérateurs privés, publics, mais également des associations. Et donc, finalement, cette idée derrière, c'est de pouvoir agréger de la donnée et de disposer d'un certain nombre d'outils de co-construction pour construire des services dans le domaine de l'environnement, de la mobilité, de l'activité économique, etc. Donc, par rapport au Covid, effectivement, en 2019, on a mis en place cette plateforme-là. Et lors du premier confinement, en quelques jours, hein, parce que justement, il y avait cette gouvernance et ces outils et ces données qui étaient disponibles, on a pu constituer avec la région Île-de-France 2 services, par exemple, de plateformes d'achat de masques pour des PME franciliennes. Donc cette réactivité, elle était permise par tout ce qui a été mis en place dans cette plateforme. Après, effectivement, nous, on va travailler sur, je dirais, la façon dont les territoires qui ont bien compris finalement que la gestion des risques était quelque chose d'important et qui allait surtout au-delà de la gestion des risques Céveso et différents plans qu'ils avaient de façon
de façon réglementaire l'obligation de suivre, effectivement, il y a une vraie prise de conscience que cette notion de résilience territoriale, elle doit déjà, elle est de la responsabilité de tous, citoyens compris, et que donc, effectivement, il faut pouvoir remonter probablement plus d'informations qui viennent du citoyen lui-même et puis des autres acteurs de la ville, et puis derrière, qui permettent finalement de construire des indicateurs qui vont être mis à jour de façon dynamique et qui vont permettre de comprendre l'état d'une infrastructure, l'état de la ville, puisque la ville est considérée comme un système, il y a un ensemble de systèmes. Donc derrière, il y a une approche holistique des choses qui n'est pas simple à mettre en œuvre, mais finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'est un projet Smart City. C'est pas de la techno, c'est pas de la 3D, c'est pas des outils de simulation uniquement, c'est d'abord une gouvernance. Une gouvernance, c'est multiforme, hein, c'est la gouvernance effectivement au niveau de la collectivité, puis c'est de la gouvernance de données, c'est des conventions de données, c'est plein de choses qui sont des prérequis, et puis c'est des modèles économiques. Hein. Et donc, c'est vrai que nous, quand on aborde un projet Smart City, il y a cette notion d'accompagnement du territoire, on joue un peu au Lego, hein, si tu veux, il y a de la data, il y a des logiciels, il y a des briques de calcul, et on va assembler ça pour répondre à un cas d'usage qui n'est pas forcément très clair au début. Hein, on le construit avec le territoire. Et puis après, c'est de la gouvernance et être capable d'innover sur des modèles économiques qui sont gagnants-gagnants. Alors justement, alors là, on a parlé de cette ville anglaise, on a parlé de Monaco, on a parlé de la région Île-de-France. Tu te doutes bien qu'on ne serait pas passé à côté de parler d'Angers, puisque vous avez été retenu dans le projet de territoire intelligent de l'agglomération d'Angers, donc en tant avec le groupe Engie. Donc là, aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de se mettre en place, et donc Angers bénéficiera donc de tous ces avantages et ces points on va dire, de prédictifs et d'analyses qui vont se passer sur l'aménagement de ce projet. C'est un outil d'accompagnement de projet également? Oui, effectivement, quelque part, c'est la même démarche que l'on a avec la Principauté de Monaco. Hein, donc, on travaille dans le cadre d'un programme qui s'appelle Extended Monaco. Et l'idée, c'est bien de pouvoir, à travers cette agrégation de données du géonumérique, de fournir des outils de mesure d'impact des transformations urbaines ou de décisions métiers autour des grandes thématiques, hein, qui sont grosso modo toujours les mêmes hein, actuellement. C'est le changement climatique, l'optimisation des services publics, l'amélioration du bien-être urbain, des mobilités, entre autres. Hein. Et donc, effectivement, le contexte angevin est relativement similaire de ce point de vue-là, en tout cas, à ce qu'on fait avec la Principauté de Monaco. En tout cas, merci. On l'a compris. On sait pertinemment que les villes qui sont des grands silos, pas toujours, plutôt étanches, et on sait très bien que la Smart City, c'est un outil avant tout transverse. Hein, c'est le territoire intelligent, hein, cette notion de territoire intelligent. Eh bien, pour être transverse, on a là aussi, avec le jumeau numérique, un beau fil conducteur pour pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs du territoire. Christophe, merci beaucoup et à très bientôt. Et on se revoit dans le projet Territoire intelligent. Merci.